faire. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne le pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Lors du précédent podcast, on avait analysé et étudié un petit peu la situation actuelle du World Tour avec les possibles évolutions, les adaptations qui pourraient peut-être être mises en place et qui pourraient donner davantage d'intérêt. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, on vous invite évidemment à aller l'écouter. Et aujourd'hui, dans ce podcast, eh bien, on va regarder comment ça se passe actuellement pour les coureurs. Alors pour nombre d'entre eux, c'est assez précaire, et cette année tout particulièrement, la situation est quand même pas évidente. On va prendre un exemple concret d'un coureur qui est en fin de contrat en cette fin d'année. C'est notre invité du jour, Stéphane Rossetto. Bonjour et bienvenue dans Chasse Patate, Stéphane. Bonjour à vous. Et pour m'accompagner, on retrouve Bertrand qui est de retour dans Chasse Patate. Salut Bertrand. Salut Mathieu, salut à tous. Bien voilà, alors Stéphane, petite question avant qu'on commence. Si on dit que le cyclisme est précaire pour les coureurs, tu vas pas forcément me contredire ? Ah non, totalement. Le cyclisme est précaire pour les coureurs. Précaire surtout pour les équipiers qui signent des contrats d'1 an, 2 ans, à qui on demande souvent de travailler pour les autres et en fin de contrat, on leur stipule souvent qu'ils n'ont pas fait de résultats. Donc évidemment, on ne peut pas travailler et faire des résultats, même si c'est vrai qu'on a généralement toujours la chance de s'exprimer dans l'année, mais voilà, pour les équipiers, on va dire que c'est toujours assez délicat. Et bien voilà, donc on va axer autour de ça. Maintenant, pour ce podcast, vous savez tout, attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Pour commencer, Stéphane, on va juste remettre au clair d'un petit peu ta situation pour ceux qui seraient pas forcément extrêmement bien informés par rapport à cela. Tu es en fin de contrat après 6 saisons chez Cofidis. Pour l'instant, tu es toujours en recherche d'une nouvelle équipe pour 2021. Toujours. J'ai rien trouvé de concret ni de proposition sur la table, donc je cherche toujours. Voilà. J'attends encore des réponses. Aussi à moi d'avoir une réflexion par rapport à ce qu'on me propose ou ce qu'on va me proposer ou pas. Et voilà, mais j'ai pas. Non, actuellement, j'ai rien. Tu dis une réflexion par rapport à ce qu'on te propose, ou toi ce que tu veux proposer. Tu peux nous en dire un peu plus ? Disons que voilà, j'ai eu des propositions d'équipes continentales, par exemple, à l'étranger. Moi, je l'ai déjà dit et redit, ce que je recherche dans le vélo actuellement, c'est d'avoir un beau programme de course. C'est-à-dire, quand je dis beau programme de course, c'est au mieux l'accès à un grand tour, au moins bien des courses d'une semaine, voilà, dans mes caractéristiques. Et deuxième point, c'est le matériel. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le vélo, c'est comme la Formule 1, si on n'a pas le matériel adéquat, on ne peut pas rivaliser, ou très peu. Donc ces 2 points-là, c'est les 2 points sur lesquels voilà, j'insiste, et c'est 2 points primordiaux pour moi, au-dessus de l'argent. Voilà, j'ai la chance d'avoir gagné un petit peu d'argent dans le vélo, un petit peu, et voilà. Mais c'est pas ça que je recherche, sinon demain, j'aurais pu très bien accepter ces offres d'équipes continentales qui sont les seules personnes qui m'ont tendu la main. Donc ça, c'est pas à oublier, évidemment. Et je pourrais très bien accepter ces offres et me dire, bon, je refais 1 an. Et voilà. Mais moi, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de rebondir. Mais si j'ai pas matière à rebondir, à quoi bon ? Donc voilà, c'est ça mon axe de réflexion en ce moment. Et pour toi, juste passer en conti, ça pourrait pas être comme pour certains coureurs qui retournent en amateur pour revenir professionnel. Bon, pour un peu plus jeune, tu me diras généralement, mais toi, c'est pas envisageable. Ça dépend, la Continentale, ce qu'elle a comme programme, ce qu'elle a comme vélo. Je l'ai répété, ça. Malheureusement, c'est pour rester sur un programme sur des courses d'une journée, style Coupe de France, voilà, je sais ce que c'est. Maintenant, il n'y a plus de petites courses. C'est pas parce qu'on va être sur une Coupe de France qu'on va aller gagner ou qu'on va être sur les podiums. Pas du tout. C'est une manière de courir, c'est une façon de courir, c'est une adaptation. C'est quelque chose que je suis passé par Big Mat.
C'est Big Mat qui m'a permis d'aller chez Cofidis, c'est Big Mat qui m'a permis d'accéder au Grand Tour avec Cofidis, etc. Mais quand j'étais chez Big Mat, ça remontait à 6-7 ans. Et voilà. Et en fait, avec l'équipe Big Mat, déjà à l'époque, je trouvais mon compte sur l'année qu'au mois de juin et au mois d'août, sur la route d'Occitanie, sur le Tour de l'Ain, sur le Tour de Limousin. Au début de saison, j'étais voilà. Malheureusement pour ces équipes-là, le programme pour un coureur comme moi qui a plus forcément quelque chose à prouver, voilà. Et sur ce niveau-là, je trouve pas mon compte. Donc c'est pas ce que je recherche. Moi, ce qui va me motiver demain à faire les sacrifices que je fais. Enfin, sacrifice, non, c'est un mot qui est fort. Enfin, tous mes entraînements, me relever des chutes, des fractures, etc., c'est d'avoir accès à des objectifs qui sont à ma mesure. Et malheureusement, je sais que, voilà, je me suis mis des limites, on va dire. Pour l'instant, chez Cofidis, donc tu es arrivé chez Cofidis en 2015, tu as dit dans une interview à l'équipe que tu as toujours eu des contrats d'1 an. Ouais. Comment est-ce que tu expliques ça, toi? Eh bien, je suis arrivé chez Cofidis en 2015, c'était à l'époque Yvon Sanquer, donc Yvon m'a fait signer 1 an. Voilà, parce que déjà à l'époque, beaucoup d'équipes étaient pas forcément réticentes, mais en tout cas n'étaient pas enthousiastes à me faire signer. Donc à l'époque, j'ai eu une proposition d'Yvon Sanquer pour Cofidis et une proposition à l'époque, je sais plus si c'était Fortunéo ou Bretagne, je sais plus à l'époque ce que c'était, mais voilà, j'ai eu ces 2 propos, j'ai accepté, c'était 1 an. Voilà. Ensuite, j'ai signé un contrat de 2 ans, 2016-2017. Ça a été quasiment mes 2 saisons où j'ai été le plus blessé, etc. Bon, bref. Et j'ai re-signé 1 an pour 2018. J'ai fait une bonne saison en 2018 quand même, avec une victoire, un rôle d'équipier, je pense. Enfin voilà, une année intéressante sur le point de vue personnel et aussi en tant qu'équipier. Et là, Cédric Vasseur, c'était Cédric qui était là, m'a proposé 1 an de contrat pour 2019. Donc j'ai re-signé 1 an. Et donc 2019, fracture du bassin, etc. Finalement, je suis quand même au Tour de France, je fais le Tour de France, je fais la Vuelta derrière. Et après le Tour de France, il me repropose un contrat d'1 an. Je re-signe ce contrat d'1 an et nous voilà en 2020 et nous voilà fin 2020. Voilà, c'est qu'on m'a jamais proposé 2 ans de contrat, ni pourquoi, comment, je sais pas. Tu te sentais bien chez Cofidis, il n'y avait pas forcément envie ou aussi de propositions peut-être pour aller dans une autre équipe? J'ai eu des années compliquées avec des blessures, avec voilà, ça, j'ai jamais roulé, comme j'ai dit, on m'a jamais déroulé le tapis rouge, j'ai jamais été vraiment dans le confort. Parce que j'ai toujours dû prouver, finalement avec des contrats d'1 an, on est toujours un peu comme lui sur le feu, sur la brèche, etc. Et voilà, je pense que si j'avais dû partir, ça aurait été l'année passée après le Tour, en surfant sur le Tour. Mais voilà, je me sentais bien chez Cofidis et j'ai eu un contrat intéressant qui était proposé, on passait au World Tour. Il y avait toute la rationalité pour se dire pourquoi ne pas signer. C'était à peu près le seul moment de ma carrière où j'ai senti un peu de confort et de reconnaissance. Donc évidemment que j'ai re-signé 1 an. Mais voilà, j'aurais peut-être pas dû. Et ce Tour de France aujourd'hui, quel regard tu portes sur lui? Est-ce que c'était un rêve pour toi de faire le Tour? Question toute bête, mais qui va faire suite avec le reste de ma question. On le voit dans les interviews, on l'a vu ensemble quand j'avais pris contact avec toi. Quand on parle de ton côté, on va dire. Alors moi j'ai employé le terme grande gueule et tu m'as repris. Donc, mais moi grande gueule c'était le côté franc. Voilà, un coureur qui n'a pas la langue dans sa poche. Tu t'en parles également dans les interviews. Est-ce que paradoxalement ce Tour de France, tu le traînes pas un peu comme un boulet aujourd'hui? Je sais pas.
J'ai pas forcément la réponse. Il y a peut-être une partie de, je sais pas, ça dépend. Un boulet par rapport à qui? Par rapport au milieu Par professionnel rapport ou au par milieu. rapport au public? Par rapport au milieu. Par rapport au milieu, franchement, j'ai pas la réponse. Je me pose la question souvent et je sais pas si le fait d'avoir fait voilà, d'avoir fait des déclarations un peu moins policées, etc., que tout le monde, ça m'a joué des tours. Je sais pas. J'ai pas la réponse, vraiment. D'accord. J'ai juste surtout l'impression qu'on a oublié ce que j'ai fait avant. Et ce que je suis capable de faire. J'ai l'impression on s'est dit, ouais, ce mec-là, il fait des échappées sur le Tour de France. Mais j'ai fait qu'un Tour de France. Et voilà, c'est un peu ce qui me dérange, c'est que ça a un peu supprimé les courses que j'ai fait avant. J'étais quand même 2 fois vice-champion de France du chrono. Voilà, sans rentrer dans les détails, matériel, etc. Voilà, donc c'est ça qui me dérange, moi, c'est qu'on est resté sur des échappées. Et les échappées, en plus, c'est un terme péjoratif. Parce que il fait ça parce qu'il sait pas faire autre chose. Alors que j'invite tout le monde à être déjà au départ du tour, et de deux, à être sur la ligne de départ et d'aller prendre une échappée sur le tour. Et après, de l'amener à bien cette échappée. En tout cas, presque à terme. Et après, on en reparle. C'est quelque chose qui te blesse, toi, justement, le regard qu'on peut avoir sur ces échappées qu'on appelle échappées publicitaires? Ouais, parce que C'est blessant pour toi? ben, c'est comme, je sais pas moi, un joueur de foot qui est à la Coupe du Monde. Alors le joueur, il est remplaçant et il rentre, je sais pas moi, pour le dernier quart d'heure. Et alors, enfin, c'est comme un joueur de foot, on va se foutre de sa gueule parce qu'il fait la Coupe du Monde sur le banc où il joue très peu. Mais soit déjà au départ sur la Coupe du Monde, soit déjà dans les 22 et on en reparle. Ça, ouais, ça me dérange. D'accord. Ouais. Et après, est-ce que peut-être aussi le fait d'avoir un rôle d'équipier, il y a peut-être un sentiment d'être presque interchangeable, de se dire que peut-être que, enfin, dans la tête de certains managers, c'est un équipier, un tel va faire le même travail en étant moins cher peut-être? Ah oui, c'est du remplaçable, ça se remplace. On essaye, c'est du jetable en fait. Moi, enfin, t'essayes, ça marche, un temps, on presse un peu le citron s'il est bon, et après hop, on passe à autre chose. C'est ça en fait, c'est l'équipier. En tout cas, dans moi, ce que j'ai connu, c'est qu'il est interchangeable, même à l'intérieur même de la saison. Et on oublie aussi très vite les choses. On switch. Un hiver est passé, table rase, on oublie ce qu'il a fait l'année d'avant et encore plus l'année encore d'avant. Alors que c'est toujours la même personne, il a toujours le même potentiel. Il est peut-être encore meilleur, il a plus d'expérience. Et voilà. Mais oui, l'équipier, en tout cas, il y a certainement des leaders qui fédèrent et des équipes qui sont très très reconnaissantes envers les équipiers, mais moi, j'ai pas connu ça. Ce manque de reconnaissance, justement, de l'équipier, toi, tu le vis comment? Et est-ce que tu en discutes avec des collègues qui vivent la même situation? Parce que c'est vrai que dans les interviews, on en parle souvent aux personnes qui ont ce type de profil, et il y en a beaucoup dans le peloton, j'ai même envie de dire que c'est la majorité. Comment on le vit humainement? Comment? Disons qu'on l'accepte, parce qu'on peut pas faire autrement. À un moment donné, équipier, moi j'ai eu la chance aussi d'être un peu électron libre. Donc j'ai jamais été, voilà. C'est ça aussi. J'ai eu la chance Mais à un moment donné, quand on vous demande d'être un jour dans les échappées, un jour, si t'es pas devant, rouler pour un tel. Enfin, finalement, les équipiers un peu polyvalents, je prends pas mon cas, mais les gens qui savent un peu rouler, un peu grimper, etc., c'est les gens qui bossent le plus, mais qui sont le moins reconnus. C'est un peu comme les défenseurs en football. J'en reviens au football parce que je connais pas forcément grand-chose, mais ça parle à beaucoup de monde. C'est les gens, on va féliciter que le numéro 9, mais ceux qui sont derrière, etc., c'est eux qui courent le plus, c'est eux qui bossent le plus, et c'est ceux qui sont certainement le moins reconnus. Mais après, nous, on l'accepte. Enfin, moi, je l'ai accepté. J'ai des collègues, des potes qui sont dans le même cas que moi,
ça brille plus ou moins pour eux, ils réussissent plus ou moins, mais voilà, après, c'est peut-être, je sais, j'ai pas connu d'expérience à l'étranger, malheureusement, pour comparer avec d'autres grands leaders à l'étranger. Donc ça, évidemment que ça m'aurait plu et ça me plairait, mais j'ai pas d'éléments de comparaison, en tout cas, malheureusement. Et après, justement, cette saison 2020, comment est-ce que tu l'as vécu, senti, comment elle s'est passée pour toi? Moi, j'ai trouvé la saison 2020 très intéressante. J'ai été très curieux. Il y a ce premier confinement. Moi, il m'a pas dérangé. Enfin, j'ai trouvé que ça redonnait à quelque chose de nouveau. On cassait la routine. C'était intéressant. Ce premier confinement, moi, ça m'a plutôt, entre guillemets, j'ai pensé que ça m'était bénéfique. Physiologiquement, ça faisait des années que j'avais pas pu me poser comme ça, sans blessure, sans un peu une course contre le temps, une course contre la montre. Un coup j'étais blessé, un coup hors de forme, un coup fallait que je prouve ma place. Là au moins, comme ça on était tous sur le même pied d'égalité, on savait qu'on reprenait la saison en août. Voilà. Et après j'ai trouvé la saison, bon elle a été rapide évidemment, très rapide. J'ai trouvé intéressante, mais j'ai été très très surpris par le niveau qu'il y a eu cette année, qui était vraiment vraiment très dense et très élevé. Et moi j'ai fait classique Ventoux, Dauphiné. Je suis arrivé sur le Dauphiné, j'étais impressionné du niveau. Et je me suis vraiment entraîné, vraiment très très dur. J'attendais beaucoup de cette saison et vraiment je me suis entraîné. J'ai mis des moyens comme jamais j'ai mis en place. Et je me suis dit, le mec qui arrive un temps en dessous, qu'est-ce qu'il fait? Franchement, le niveau était impressionnant et j'avais un très bon niveau. Maintenant, on a des éléments pour voir notre niveau avec les capteurs de puissance, etc. Moi, j'en suis pas forcément adepte, mais ça, c'est un élément de constatation en tout cas. Et je constate que j'étais très en forme. Et en tout cas, voilà. Et après, sur le Giro, c'est pareil. J'ai trouvé un niveau très élevé. Dans les montées, très élevé. Enfin, donc, c'est une saison, je pense, qui sera singulière. Je pense qu'on ne reverra pas ce schéma-là l'année prochaine. Mais ouais, c'était intéressant. J'ai trouvé ça, ouais, ça a changé en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as des idées de pourquoi cela ou... J'ai des idées, oui, parce que finalement tout le monde a pu se reposer, tout le monde a pu faire un break, et puis tout le monde a pu s'entraîner à une grosse période d'entraînement ensuite. C'est régénéré finalement, parce que le vélo c'est de la puissance, mais aussi c'est aussi de l'énergie. Et je pense qu'il y avait aussi cette épée de Damoclès au-dessus de tout le monde, parce que beaucoup étaient en fin de contrat, beaucoup d'équipes avaient fait sous-entendre qu'elles pouvaient mettre la clé sous la porte, il n'y avait pas de résultat, pas de Tour de France, ci et ça. On savait tous que voilà, que les places étaient chères et qu'il y avait beaucoup de pression sur les équipes et sur les résultats. Il y a aussi un truc, moi, qui m'a interpellé, c'est-à-dire que pendant, je pense, du début du confinement, c'est-à-dire mi-mars à mai, en tout cas, pendant le confinement, il n'y a pas eu un seul contrôle. Adams. Et voilà. Moi, ça, c'est un truc qui m'a... Voilà. Je me suis dit, les coureurs, en tout cas, les structures ou les coureurs qui ont envie de faire quelque chose d'un point de vue éthique, de se préparer, comme on dit, il n'y avait pas de problème, les feux étaient ouverts. Donc voilà, il n'y a pas eu un contrôle pendant 4 mois. J'ai mis 3 mois, quasi 4 mois. Ça, ma foi, ça reste des faits avérés. Et voilà, c'est une constatation que je fais. Et moi, j'ai eu un seul contrôle cette année, Adams. Il a été, je pense, 5 jours après le Giro. J'ai cherché la logique, j'ai pas encore compris la logique de ce contrôle. Ils sont venus à 20h le soir, 5 jours après le Giro. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce point de vue-là. Tu as eu un contrôle et tu en as eu combien l'année dernière, à titre de comparaison? Peut-être 4 ou 5. Et encore, je suis un petit coureur. Enfin, je pense qu'il y a des coureurs qui sont contrôlés souvent. Mais cette année, il n'y a pas eu un contrôle. J'aimerais bien savoir si un coureur a eu un contrôle pendant 3 mois, de mars à mai. Voilà, c'est juste, j'accuse rien, mais c'est juste une constatation qu'il n'y a pas eu de contrôle
Ça peut soulever des questions, en tout cas, c'est sûr, hein. Ah, mais je Voilà. le dis pas, hein. En tout cas, moi, je dis ça, Oui. mais beaucoup de gens le pensent et ceux qui le pensent pas peuvent pas dire. Enfin, ceux qui le disent pas ne peuvent pas dire qu'elles n'y ont pas pensé. C'est impossible, ce serait des menteurs. Oui, en plus, t'es pas le seul. Nance Peter, je me rappelle, avait fait un Oui, blog, exactement. un billet Exactement. sur son blog où il disait exactement la même chose, hein. Bon, bah voilà, j'avais pas lu ce truc, mais oui, j'avais eu entendre ça, mais j'avais pas lu le truc. Donc, ouais, non, sans plus, voilà, c'est pas n'importe qui. Après, par rapport au confinement, en début de saison, tu en avais vécu un premier avant que la France se confine au Tour des Émirats Ouais. avec ton équipe. Ça s'était passé comment? Ça doit être peut-être même un peu plus particulier d'être confiné avec son équipe que tout seul avec ses proches ou ça a rien Bah, changé? disons qu'à l'époque, déjà, c'était les prémices, hein. Il y a un an, on t'aurait dit, ouais, écoute, tu vas rester 2 mois chez toi, tu vas pas pouvoir sortir. Tout le monde aurait ouais, dit, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Et puis là, effectivement, on s'est retrouvé dans ce truc-là. Euh, on n'avait jamais vécu ça. Personne n'avait jamais vécu ça de sa vie, de devoir rester enfermé à un endroit comme une séquestration. Enfin, je veux dire, on savait pas ce qui se passait et personne ne savait à l'époque. Donc, c'était un peu particulier comme situation. Et en plus de ça, quand tout le monde a eu le droit de partir, sauf nous, en plus de ça, voilà, tu te dis, c'est quoi le problème? Enfin, il y a aussi des circonstances qui ont fait que ça s'est plus ou moins bien passé. Et en plus de ça, on était totalement dans l'incertitude à l'époque. On savait pas quand on allait rentrer. Tous les jours, ça changeait. Donc, il y avait maintenant, un an après, attends, un peu moins d'un an après, enfin, je veux dire, maintenant, on me dit, ouais, tu dois rester 10 jours dans un hôtel. Je dis, c'est pas grave, je suis resté 2 mois à la maison, c'est pas. Enfin, mais maintenant, les mentalités ont tellement évolué. Mais ce premier confinement, c'est marrant parce qu'il est un peu à l'image de ce qu'on a vécu depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que déjà, à l'intérieur de ce premier confinement, il y avait plein de non-sens. C'est-à-dire qu'au début, il fallait pas forcément mettre les masques, après, il fallait les mettre, et ci et ça. Enfin, c'est plein d'incompréhensions, de non-sens. Et c'est un peu ce qu'on a vécu depuis 6 mois. C'est-à-dire que les décisions changent tout le temps. Enfin, ils savent pas ce qu'ils font. Voilà. Donc c'était un peu ça. Donc c'était assez curieux. Et après, le vivre avec l'équipe, ouais, c'était pas forcément un de mes meilleurs souvenirs parce que moi, c'est pas. Voilà. J'ai vécu une expérience, mais ça restera pas un truc qui restera mémorable dans ma vie comme voilà. Enfin, peut-être pour certains, pour moi, non. Mais c'était assez curieux ouais, de vivre ça. Et alors là, tu as ce confinement-là, mais tu as aussi le deuxième de printemps. Comment tu vis le confinement, sachant qu'à l'époque, on se pose quand même beaucoup de questions sur la reprise de la saison. Est-ce que la saison va reprendre? Parce que finalement, Dieu merci, il y a eu quand même une bonne partie qui s'est faite, mais à l'époque, on n'était quand même pas sûr. Toi, tu étais en fin de contrat. Comment, toi, justement, t'appréhendais le fait que, bah, en fin de contrat, il fallait que tu puisses t'exprimer et tu savais pas si tu allais pouvoir t'exprimer? Ça m'intéresse. Bah, moi, je m'étais dit, j'étais assez optimiste. Je m'étais dit, si la saison reprend en juillet, enfin reprend à l'été, je m'étais dit, c'est très bien pour moi parce que justement, c'est des mois où je suis physiologiquement bien. On parle souvent de biorhythme. Euh, la saison aurait fait, je sais pas, je dis une bêtise, mais elle aurait été décembre, janvier, février. J'aurais été préoccupé parce que c'est une période où je suis pas forcément. Il fait froid, je suis pas bien physiquement. C'est les biorhythmes, on les contrôle pas forcément. Et moi, c'est vrai que ça me semblait intéressant parce que il y avait pratiquement que des courses vallonnées, concentrées sur quelques mois, avec du temps clément. Et c'est une période où je me sens bien, donc ça me préoccupait pas beaucoup. Après, s'il n'y avait pas eu de saison, une saison encore plus tronquée, je m'étais dit que les équipes allaient un peu pérenniser leur effectif, la jouer loyale. Ok, voilà, on pouvait, je sais pas, faire un compromis sur des chômages partiels comme ils ont pu faire, je sais, dans certaines équipes. Jouer la stabilité pour l'année prochaine. Ok, on fait une année, voilà, et l'année prochaine, on aura une saison
complète, et là, vous pourrez vous exprimer, et au moins, si à la fin de l'année, vous n'êtes pas performant, ok, au revoir. Mais là, c'était, voilà, il y avait ces deux choses-là. Et finalement, on s'est retrouvé sur une saison, voilà, quand même 4 mois de saison, et avec un turnover assez conséquent. Donc, ouais, c'était finalement un concentré de saison, mais avec un marché qui a quand même beaucoup bougé. Et j'aurais pas cru. Est-ce que, entre guillemets, c'est pas peut-être la pire année pour être en fin de contrat avec justement ce Covid-19 qui a Ouais, causé ouais. pas mal de troubles pour les sponsors, aussi l'arrêt de l'équipe TTC qui fait donc une équipe en moins de l'élite. Bah, eux, en tout cas, ils étaient tous, ils ont tous retrouvé une place. Quasi. Ceux qui n'ont pas retrouvé une place, ceux qui ont arrêté, ou je crois que peut-être un qui est vraiment en fin de carrière, qui a 37-38 ans, et un autre peut-être qui n'a pas fait grand-chose depuis. Je sais pas, mais en tout cas, je crois que, je sais pas si c'est peut-être 25 sur 27 ou 23 sur 27 qui ont retrouvé une équipe. Donc, ouais, c'était effectivement une mauvaise année pour être en fin de contrat, mais peut-être la mauvaise année parce que les budgets des équipes sont un peu plus serrés pour l'année prochaine. Alors, elles se permettent peut-être pas de prendre un extra, voilà, de monter l'effectif à 31 coureurs au lieu de 29. Mais je serais curieux de voir le nombre de coureurs sous contrat en 2020 et le nombre de coureurs sous contrat en 2021. Je pense pas qu'il y ait une grosse chute du nombre de coureurs sous contrat. Par contre, certainement, il y a peut-être une chute sur la masse salariale. Mais ça, c'est un axe que je, voilà, qui me préoccupait pas, quoi. On a évoqué un petit peu le fait que tu sois équipier, le fait que, comme tu le disais dans une interview, tu n'as pas de talent dans ta poche. Est-ce que peut-être aussi le fait d'avoir 33 ans, ça peut desservir au moment de chercher un nouveau contrat dans la tête de certains managers, peut-être il y a un âge limite où Ouais, si, ça, c'est évidemment que ça sert pas parce que là, en ce moment, la mode, c'est 23 ans plutôt que 33 ans. Mais parce que évidemment, les jeunes maintenant sont plus performants tout de suite, très tôt. Alors, je suis pas sûr qu'ils fassent des carrières de 10-15 ans, mais en tout cas, ils sont très bons tout de suite. Tout le monde veut aller chercher le plus jeune possible, le plus fort possible. Tout le monde veut aller chercher un mec qui sort du ski ou du BMX ou je ne sais quoi, mais beaucoup du ski en ce moment, j'ai l'impression. Voilà, tout le monde veut le Remco Evenepoel dans son équipe. Tout le monde veut, voilà, un Slovène, je sais pas, mais après, faut aussi regarder le parcours du coureur. Si le coureur il a été dans le World Tour à 19 ans, qu'il a bourlingué, qu'il a donné pendant 10 ans déjà, il faut voir ce qu'il a fait avant. Évidemment qu'à 33 ans, il a déjà un passé et puis qu'il est peut-être fatigué. Mais si le coureur il a 33 ans, qu'il a fait son premier grand tour à 27 ans, qu'il a fait son premier Tour de France à 32 ans, il y a une différence quand même. Enfin voilà, je pense qu'il faut regarder ce qu'il fait à l'entraînement, il faut lui poser des questions, il faut savoir comment il vit. Voilà, il faut regarder les gens, il faut s'intéresser aux athlètes. Les athlètes, c'est pas non plus qu'un numéro, c'est pas qu'un âge avec un numéro et un nom. Voilà, il y a Valverde qui a été champion du monde à 38 ans, après une grosse blessure. Enfin, c'est des choses, évidemment, oui, 33 ans, c'est un âge que... Je pense que 33 ans, c'est la force de l'âge, justement, pour un coureur normal. Mais en ce moment, c'est pas la mode. En ce moment, la mode, c'est 23 ans. Et voilà, c'est malheureux. Peut-être qu'il y a quelques années, 33 ans, c'était encore OK. Là, on est plus à tendre vers des carrières plus courtes. Et les managers suivent la mode. Et quand tu parles des managers, moi je pense notamment aux managers français, parce que j'imagine c'est ceux que tu as démarché en premier, je suppose. Même pas? Pas beaucoup. Bah, les managers français, disons que je les connais. Voilà. Marc Madiot, il avait déjà un effectif qui était complet, conséquent. Enfin, Marc, il a fait signer sur le tard Anthony Roux,
qui est à peu près le même coureur que moi, avec plus de classe. Beaucoup plus peut-être même. Et je veux dire, Anthony Roux, il l'a fait signer sur le tard. Je vais pas aller postuler. Je vais aller postuler quoi? Il a déjà des gens comme moi, il en a déjà dans son équipe. Donc il sait même pas, c'est une perte de temps pour lui et pour moi de demander. Voilà, après, chez AG2R, c'était complet, c'est complet. On a vite fait le tour. Hein. Chez Arkea, j'ai pas eu la réponse. BNB, pas de réponse. Donc voilà. Après, c'est comme ça. Moi, je peux pas répondre à leur place. Après, justement, par rapport à cette recherche de contrat, donc t'as pas d'agent pour t'aider là-dedans. J'ai pas d'agent attitré, mais j'ai eu l'aide d'agents connus, étrangers, des Français aussi qui m'ont aidé, qui ont un passé dans le vélo, des gens qui ont fait beaucoup de choses dans le vélo, qui ont connu beaucoup de monde. Et malheureusement, pour le moment, ça n'a rien donné. Mais j'ai aussi décroché mon téléphone. Mais pas que. Je pense que j'ai abattu le maximum de cartes. Enfin, en tout cas, il reste quelques cartes, mais là, le jeu, il est pratiquement fini. C'est-à-dire, on te sent un peu résigné par rapport à la saison prochaine. Ah non, mais bon, j'ai jamais été aussi près de la sortie. Hein. Et c'est quelque chose qui, c'est quelque chose que tu avais un peu anticipé ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas que c'est que je l'ai pas anticipé parce que je l'aurais anticipé si j'étais en bout de course. Je me serais dit mais sur la saison sur l'état de forme que j'ai affiché cette année et le fait que j'ai pas eu de pépin, pas du tout. Même malheureusement si j'ai pas eu de résultat. Et ça, c'est comme ça. Et t'as un accompagnement sur le sujet ou pour l'instant c'est mis en stand-by? C'est-à-dire je pense notamment l'UNPC, si je l'UNCP. Ah oui, bien sûr. Je suis en contact avec eux, évidemment. Pour le moment, quand j'entends parler de reconversion, moi, je ne veux pas en entendre parler. Donc, j'aurai le temps d'en entendre parler si j'arrête. Parce qu'il y aura des journées, je vais avoir un paquet de journées à rien faire. À faire du vélo pour mon plaisir. Donc, j'aurai le temps. On a le chômage en France, donc on a le temps de se retourner. Mais pour le moment, je ne veux pas en entendre parler. Mais ils sont pas là que pour ça. Ils sont aussi là si j'ai besoin de tuyaux, de conseils, etc. Donc non, on peut compter sur eux, mais pour l'histoire de reconversion, j'ai pas envie d'en entendre parler pour le moment. D'accord. Tu as des contacts avec Johan Ofredo sur ces sujets-là, justement? Est-ce que vous en discutez? Parce que je sais que vous êtes quand même assez proches. Ouais, avec Johan, on en a parlé, évidemment. Johan m'a aidé aussi, il m'aide comme il peut. Après, Johan, c'est différent parce que lui, il avait la possibilité de continuer, mais c'est son physique qui lui a dit stop. Donc c'est encore un autre sujet. Je pense que personne peut se mettre dans sa situation s'il l'a pas vécu. Moi compris, parce que moi, c'est une autre situation. Donc lui, voilà, il est aussi. Voilà, je pense qu'il a trouvé une voie intéressante pour lui avec la télé, avec le France Télé. Je pense que ça, mais est-ce que c'est une fin en soi pour lui? Je sais pas, c'est pas moi qui dois le dire. Par rapport à... T'as évoqué un petit peu cet accompagnement pour l'après-carrière que tu ne veux pas entendre parler, en tout cas pour l'instant. Concrètement, ça consiste en quoi? Quand on n'est pas coureur cycliste, on ne sait pas ce qui est mis en place. Quelles choses sont mises en place pour vous aider, peut-être vous accompagner, si vous en faites la demande ou pas? Je peux pas forcément te le dire puisque je me suis pas préoccupé encore de ça. Qu'est-ce qui est mis D'accord, en donc place? c'est vraiment à la demande des coureurs Bien qu'il y sûr, a un processus, ok. bien sûr, ils organisent d'ailleurs mardi prochain, le 15, une visioconférence sur le sujet. Voilà, ils mettent ça en place, donc ça dure la journée avec des intervenants, etc. Donc ça, c'est une journée où tu peux apprendre beaucoup de choses. Après, voilà, un exemple, on a un DIF, c'est-à-dire un droit à la formation, voilà, je ne sais plus exactement, mais bref,
c'est un compte avec nos années de professionnels. On a, par rapport à un décompte qui est fait, une correspondance de nombre d'heures, on a le droit à une subvention pour une formation. Pour un exemple, moi, ça fait 6 ans que je suis chez Cofidis, ça m'a permis de récolter 2000 € pour une formation. C'est pas négligeable. D'accord, donc ça après, c'est des choses qui sont mises en place par le droit français et qui sont pas Ouais. inhérentes au cyclisme. Voilà, mais ça, si l'UNCP nous le dit pas grand monde va. Moi, je savais pas que ça existait si l'UNCP ne m'en avait pas parlé. Après, donc, par rapport un petit peu à la façon dont le cyclisme est précaire, surtout pour des équipiers, comment est-ce que tu vis ça concrètement? Ça te trotte un peu dans la tête? Non, parce qu'on le sait maintenant. À 33 ans, je le sais, je l'ai accepté ça. Que chaque année, il faut prouver les choses, etc. Et qu'on est remis dans le jeu chaque année. Pour moi, en tout cas, pour mon cas personnel. Donc ça, je le sais, je connais le jeu. Je connais le jeu. Donc non, c'est pas. Là, il n'y a même pas de débat là-dessus, c'est comme ça. Donc, c'est ça ou rien. Donc, pas de souci, c'est juste qu'il y a des manières de faire les choses, d'accepter les choses, et voilà. Mais non, mais ça, c'est que l'équipier il soit pas pérennisé d'un contrat mirobolant et sur plusieurs années, c'est comme ça. Moi, j'ai connu que ça, donc il n'y a pas de souci. Je connais déjà les règles avant, donc il n'y a pas de souci. Mais les règles de sortie sont différentes. Non, je pense, sont pas les mêmes partout, en tout cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un moment où tu t'es dit ça se passe de telle manière, ça serait pas mal qu'il y ait peut-être quelque chose de différent qui soit mis en place pour que ça soit un peu plus stable. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Je ne sais pas, c'est si jamais tu CDI? as... Non, non, il n'y a pas, il y a rien à mettre en place. C'est quand tu es équipier, c'est quand évidemment on parle de leader. Ça serait bien que les leaders qui ont un peu de poids, en tout cas dans une équipe, qui disent ouais, lui, il faut le garder, lui, il faut pas. Enfin, ou quand tu travailles pour un leader et qui sait que tu es en fin de contrat, tu travailles pas pour rien. Tu travailles, ok, tu travailles pour lui, mais si derrière un mois après, tu travailles pour lui, un mois après, t'es viré, enfin, t'es pas reconduit. C'est pas le mot, pas viré, mais t'es pas reconduit. Est-ce que tu vas te donner à 100% pour le leader? Je pense pas. Donc c'est ça aussi, c'est ça le souci, c'est qu'à un moment donné, quand tu travailles pour un leader, il faut que derrière aussi, tu es là pour pouvoir te donner à 100%, pour prendre des risques pour lui. Il ben, faut que derrière, tu aies quand même quelque chose en retour. Si en retour, c'est une poignée de main et puis adieu, c'est bon, quoi. Ça a ses limites. Hein. Parce que quand le leader, il loupe son arrivée, généralement, même à la fin de l'année, il est reconduit. Enfin, mais par contre, l'équipier qui est en fin de contrat et qui a travaillé, mais par contre, qui a bien travaillé, mais le leader s'est loupé. Ben, l'équipier, il n'est pas reconduit, mais le leader est toujours là. C'est le leader. Oui, après voilà, on en revient au fait qu'il y a peu de leaders et beaucoup d'équipiers, donc c'est compliqué Après, d'avoir sa place. les leaders aussi, il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Eux, c'est des leaders. Pour le mot leader, c'est qu'ils ont fait des choses dans le vélo. Ils ont gagné des courses et qu'ils ont, voilà, aussi, ils ont de la pression sur les épaules. Mais pour avoir des équipiers, pour fidéliser les équipiers, il faut qu'ils aient une assurance, certaine sérénité, sinon ça marche pas. Je pense que chez FDJ, ils l'ont compris. Et après, pour finir, actuellement, est-ce que tu te sens soutenu un petit peu Pas du tout. Par qui? par, euh, par, tes, Par le vélo? par des collègues cyclistes dans le milieu du vélo? Ouais, c'est des amis, hein, ceux qui me soutiennent. C'est pas le soutien, c'est des amis. Donc ça peut être des amis dans le vélo, pas dans le vélo, mais c'est pas voilà, ou des gens qui m'apprécient, mais par le milieu du vélo en lui-même. Ah non, sinon j'aurais une place hein, quelque part. Mais c'est comme ça, j'en veux à personne, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est la vie.
chacun là est reparti dans ses stages, chacun pense à la suite, c'est normal, c'est normal. Moi, si j'étais à leur place et que je connaissais un mec comme ça qui était en fin de contrat, mais sans plus, j'irais pas aller décrocher une timbale pour lui. Enfin, c'est juste que c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je m'attends pas à plus. Mais surtout, par contre, je me rends compte des choses, oui. C'est un milieu qui paraît, quand on est extérieur et qu'on recueille quand même quelques témoignages ou qu'on lit les interviews, c'est un milieu qui paraît quand même finalement très très dur. Parce qu'il y a le côté collectif, mais ça reste un sport individuel. On a l'impression quand même que c'est pas tendre du tout. Est-ce que tu t'attendais, entre guillemets, à ce que ça puisse se passer comme ça? Oh, moi, je suis pas étonné parce que je l'ai déjà dit, j'ai pas été dans le confort. Donc, j'ai jamais été dans le confort depuis que je suis professionnel. Donc, j'ai pas. Non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Par contre, ce qui me déplaît, c'est ce qui est le business, c'est que le business prend beaucoup plus l'emprise sur le côté sportif. On le voit avec les sponsors qui arrivent à droite à gauche, sponsors de je ne sais quelle nationalité, coureurs qui vient avec un bagage de je ne sais combien de coureurs qui n'ont plus aucune valeur sportive. Il faut être clair. Et voilà, ça me dérange. Qu'il y ait beaucoup trop de jeux d'agents avec des coureurs, un peu. Ça me dérange aussi. Je trouve qu'on oublie la valeur sportive et le rapport humain. Et on est vraiment beaucoup tombé dans le business. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est totalement au contraire des valeurs du vélo. Que cette histoire de business, c'est que du business maintenant. On a l'impression qu'on entend parler les managers comme ça maintenant. C'est du business, sauf que c'est pas du business. Coureur cycliste, c'est pas que du business. C'est quand même un sport très dur. Tu demandes, ça demande. Il faut. Ça me dérange vraiment. Et que les gens en plus qui dirigent les équipes, c'est des gens qui ont fait du vélo, donc qui sont passés par là. Et généralement, ceux qui dirigent, ça n'a pas été les plus grands champions qui ont tout trusté pendant des années. Donc c'est des gens qui ont aussi eu qui ont été équipiers, qui savent ce que c'est. Et ils ont oublié que ce soit des gens qui étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou même il y a 5 ans. Ils ont oublié déjà. Ça, c'est dérangeant. Qui parlent comme des businessmen maintenant. Bon alors, en tout cas, on arrive petit à petit à la fin de ce podcast. Si on devrait ouvrir un peu pour l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais faire encore dans le vélo? Courir? Ouais, courir les grands tours au mieux. Montrer que je suis pas mort et voilà, et puis retrouver un projet sportif dans lequel je m'épanouis, même si c'est pas les grands tours, quelque chose de bien où je puisse m'exprimer, retourner sur un podium de championnat de France, des choses comme ça, ce que j'ai déjà fait en fait, mais sauf que si je le refais maintenant dans une autre équipe, il sera vu d'un autre œil, et ça sera intéressant. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qui me ferait plaisir. Je veux dire, ça serait. Moi, ce que je veux, c'est continuer parce que j'ai encore des choses à faire sur un vélo et dans une autre équipe pour en tout cas apporter à l'équipe qui va me proposer quelque chose, lui rendre quelque chose. Parce que évidemment, là, l'équipe qui va me proposer quelque chose, c'est quelqu'un qui veut vraiment me donner une chance. Voilà, ce sera quelqu'un qui aura un peu de cœur, en tout cas, pas que du business. Et donc là, pour 2021, c'est pas encore mort? Il y a un peu d'espoir? Oh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Non, c'est pas encore mort, mais bon, plus les jours passent. Non, je sais pas, non, c'est pas mort, mais c'est pas quand même terrible, la situation. Mais bon, on sait jamais. Noël approche. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Rossetto d'avoir été avec nous aujourd'hui pour expliquer un peu la situation et la façon dont ça se vit, coureur cycliste en étant équipier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à Bertrand également d'avoir été avec moi pour ce podcast. Merci à vous également. Et on se retrouve de l'autre côté pour le prochain épisode de Chasse Patate. La semaine prochaine, ce sera le dernier podcast de Chasse Patate de l'année 2020. Ce sera l'occasion de faire le point sur les principaux transferts de cette intersaison 2020-2021. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram.
N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.